Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour un nouveau volet d'Historiquement Vôtre. Un volet qui va nous permettre de découvrir une nouvelle région, de nouveaux monuments et nous permettre d'ouvrir une très belle page de l'histoire de la Bretagne. Alors Jean-Jacques Monnier, bonjour. Où partons-nous cette fois? Nous partons au Faouët, c'est-à-dire dans le cœur du centre-Bretagne, aux confins du Morbihan, du Finistère et des Côtes-d'Armor, à mi-chemin entre Carhaix et Lorient. Et le Faouët, c'est un petit chef-lieu de canton où on va rarement, et cette fois-ci, on va découvrir qu'il y a beaucoup de choses à y voir. Alors Jean-Jacques, lorsque l'on pense Centre-Bretagne, c'est vrai qu'on a tendance à imaginer une région peu peuplée. Oui, on imagine un territoire presque vide parfois, et ce n'était pas du tout le cas à l'époque que l'on va étudier, puisqu'il s'agit d'une période où les activités économiques étaient telles, le grand commerce maritime était tellement important, que la région s'est beaucoup développée, que la Bretagne intérieure est devenue aussi peuplée que la zone côtière. Alors justement, quelle est cette période de florissement démographique et économique? Cette période dure de la fin du XIVe siècle jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Donc pendant 3 siècles, la Bretagne a connu une prospérité sans précédent. Ça correspondait d'une part à la période de la fin de l'indépendance et d'autre part à la période d'autonomie qui a suivi le traité de 1532. Il reste encore des traces concrètes de nos jours de cette période? Oui, donc il reste tout un tissu de construction parfaitement harmonieuse, des chapelles, des châteaux, des manoirs, des calvaires, des halles, des couvents, qui prouvent que cette région-là a été extrêmement active pendant 3 siècles. Alors, on imagine que tout ça ne vient pas d'une génération spontanée, il a bien fallu un commanditaire finalement derrière tout ça. Oui, le seigneur du secteur, c'était une famille normande, les Bouteville, qui étaient venus en Bretagne après la guerre de succession. Il y avait beaucoup de reconstruction à faire, et cette famille a bien géré ses biens et fait fortune, et avec son argent donc, a pu financer, sponsoriser même finalement, pas mal de constructions de chapelles et d'églises. Histoire de se mettre en bouche, on peut donner les noms de ces monuments, Jean-Jacques? Donc il y a la chapelle Sainte-Barbe, la chapelle Saint-Fiacre du Faouët, et puis également une autre série de chapelles, Saint-Urdo, Saint-Sébastien, Saint-Nicolas, et une grande église paroissiale au Faouët, sans parler aussi des grandes halles du Faouët qui sont tout à fait imposantes. Ah oui, alors vaste programme. Je vous propose sans plus tarder d'aller rendre compte sur place de ce florilège de monuments. Tout de suite, partons pour le Faouët. Nous voici au sud du pays du roi Morvan, au Faouët très exactement, et au sud du Faouët, puisque non loin de la route de Quimperlé, ici, se situe la chapelle Saint-Fiacre, Jean-Jacques. Oui, donc c'est un des plus beaux clochers-pignons de Bretagne. C'est une église, une chapelle de la fin du XVe siècle qui est particulièrement impressionnante. Et on va d'ailleurs voir pourquoi. Oui, c'est vrai que l'ensemble n'est pas du tout massif. Non, parce que les architectes ont travaillé en cultivant la dissymétrie. Et on voit que les 2 clochetons ne sont pas symétriques par rapport au clocher principal, que les 2 tourelles ne sont pas symétriques non plus, ne sont pas identiques. Les 2 pentes du toit sont également différentes. Et puis les niches à statues qui sont au-dessus de la porte d'entrée sont également tout à fait dissymétriques et de taille variée. Et on va se rendre compte que le site dégage une harmonie exceptionnelle. Ça c'était le porche ouest, on va aller voir maintenant le porche sud qui était l'ancienne entrée principale. Alors nous voici sur l'aile sud de cette magnifique chapelle Saint-Fiacre, Jean-Jacques. Oui, donc ce porche sud était autrefois le principal, c'est-à-dire l'entrée principale de la chapelle. Et on voit comment il est particulièrement orné de trèfles qui se trouvent sur la périphérie, orné aussi d'un pilastre, orné aussi de 2 voûtes sculptées. Et on voit donc que c'est une entrée grandiose, mais finalement on ne l'a pas jugée assez grandiose et on a transféré l'entrée, comme on l'a vu tout à l'heure, vers l'ouest. Et l'intérieur est encore plus grandiose, si je puis dire. Je vous propose d'aller y jeter un petit coup d'œil. Qu'est-ce qu'on appelle un jubé, Jean-Jacques?
Jubé, c'est un mot latin qui veut dire veiller. Et c'était le début d'une prière où le fidèle demandait à Dieu de le bénir. Et depuis, le jubé est devenu une sorte de cloison en bois qui sépare la chapelle en deux. Et d'un côté, on avait les prêtres et les seigneurs, et de l'autre côté, lors de la messe, il y avait la population du village. Et donc ces jubés ont été décorés de nombreuses sculptures. Du côté public, ce sont des sculptures plutôt pieuses, et du côté clergé et noblesse, ces sculptures sont beaucoup plus fantaisistes, voire délirantes. Alors justement, moi je me rappelle lorsque j'étais plus jeune et qu'on avait un petit peu abusé de l'élixir de la vigne dans nos fêtes nocturnes et qu'on avait besoin de se soulager, on allait lâcher un renard, autrement dit vomir. Ça vient d'une expression du Moyen-Âge qui veut dire vomir ce renard, Jean-Jacques. Oui, et dans la chapelle, on trouve une sculpture qui représente un renard, quelqu'un qui vomit un renard. Et donc par quelqu'un qui a trop bu et qui en paye les conséquences. Et on le voit bien, il a son tonneau qui est tenu par la main sur son côté gauche. Jean-Jacques, qui est ce personnage représenté en bas à droite? Ça n'est pas n'importe qui. Non, on voit un prince qui se trouve à genoux au pied du jubé. C'est le duc Jean V, qui a été l'un des financeurs de cette chapelle et qui a voulu être représenté par le sculpteur au pied de cette œuvre magnifique qu'est le jubé du Faouët. Alors revenons justement à ce jubé incroyable. Est-ce qu'on connaît son maître d'œuvre? Oui, c'est Olivier Le Louargan, qui est un Trégorois qui est venu donc en Haute-Cornouailles et qui a participé à l'élaboration de nombreux jubés. Vraiment un très grand artiste. Alors, c'est vrai que c'est une des seules églises qui a encore conservé son jubé. Première question, est-ce que les autres églises étaient toutes comme cela, dotées de jubés? Et si c'est le cas, pourquoi est-ce qu'on n'en trouve quasiment plus? Disons que les jubés, à un moment donné, au XVIe, XVIIe siècle, à l'issue du concile de Trente, l'Église a décidé de faire abattre les jubés. Parce que ça nuisait à la compréhension et à la participation des fidèles à la messe, puisque ça les séparait des prêtres. L'ordre a donc été donné de détruire tous les jubés. En Bretagne, on a moins suivi l'ordre qu'ailleurs, ce qui fait qu'on a la chance de pouvoir retrouver un certain nombre de jubés en bois, magnifiques comme celui-là. Magnifique œuvre, une époque aussi rayonnante pour bien se rendre compte finalement de ce qui se passait ici au Faouët. Eh bien, je vous propose de poursuivre la balade. Nous allons nous rendre dans le bourg du Faouët et découvrir des halles absolument remarquables elles aussi. Fin du XVe siècle, découverte de l'Amérique et le Faouët qui va vivre la phase la plus importante dans son expansion économique et artistique. Les halles en témoignent finalement de cette période, Jean-Jacques. Oui, donc les grandes halles du Faouët, et on a également des grandes halles à Questembert dans le Morbihan également. Ces grandes halles ont été construites à la fin du XVe siècle, au début du XVIe siècle, un peu sur le modèle des halles d'Arpajon ou de Milly-la-Forêt en Île-de-France. Elles sont constituées donc d'une immense charpente en berceau avec une quinzaine de travées et puis aux extrémités des pieds de granit qui supportent les extrémités, les côtés de cette halle. Alors il y a une raison finalement à l'existence de ces halles. Oui, donc la raison principale c'est que le lieu avait une grande activité, c'était un lieu de moyenne justice et de basse justice et la famille des Bouteville a décidé de mettre à l'abri les clients qui venaient nombreux aux 9 foires et marchés annuels en construisant donc cet immense édifice. Ce qui nous donne un petit peu une idée finalement du foisonnement qui devait se dérouler ici à l'époque, aux rues en breton, c'est-à-dire la cohue. On pense que le mot des halles en breton vient de là. Jean-Jacques, quelle était un petit peu l'ambiance qui pouvait régner dans une bâtisse comme celle-ci? Donc ici, une partie des marchands étaient là, les autres étaient juste à l'extérieur avec des bestiaux, des bovins, avec aussi le lin qu'on faisait venir de Bretagne Nord pour l'envoyer vers la Bretagne Sud. Et donc on peut dire que toute cette campagne bruissait d'activité. Activité économique intense, on le voit bien à cette période, activité artistique aussi énorme. Et je vous propose d'aller découvrir, Jean-Jacques, le joyau du Faouët, à savoir la chapelle Sainte-Barbe. Oui, allons-y. Je vous suis. Voici devant la chapelle Sainte-Barbe, Jean-Jacques. Oui, donc on est à 3 km au nord du Faouët
Et nous nous trouvons devant une magnifique chapelle de cycle gothique flamboyant, très différente de celle qu'on vient de voir à Saint-Fiacre par exemple. Et cette chapelle donc ne manque pas de nous étonner. Jean-Jacques, ce qui étonne ici quand même, c'est le côté majestueux du site. Oui, majestueux, pentu, étroit. On est sur le bord de la vallée de l'Élé. Et donc c'était effectivement l'endroit le plus difficile à construire. Et on se demande bien pourquoi avoir construit dans un site aussi pentu justement. Les chapelles isolées sont souvent le résultat d'un vœu. Et c'est le sire de Tilbaudou qui était à la chasse au XVe siècle et qui a été pris par un violent orage. Et il a fait le vœu que s'il rentrait sain et sauf, il ferait édifier une chapelle au lieu même où il a été pris sous l'orage. Et voilà pourquoi donc on a la chapelle ici, sur ce site extrêmement difficile, avec une pente très forte. Superbe escalier qui fait partie d'un ensemble, Jean-Jacques. Oui, donc c'est un double escalier qui a été construit au XVIIIe siècle, au début du XVIIIe siècle, et qui ceinture donc la chapelle. Cette chapelle est construite tout en largeur, contrairement à la plupart des autres chapelles et églises. Et elle comprend donc une galerie en bois, plusieurs vitraux, des statues, des sablières sculptées. Donc un ensemble extrêmement riche. Un magnifique écrin de verdure, la nature qui prend toute son ampleur ici. On entend le bruissement d'un ruisseau au loin. Un sentier. Ce sentier, Jean-Jacques, vers où mène-t-il ? Il mène vers la fontaine Sainte-Barbe, qui se trouve dans le fond du ravin. Et les jeunes filles allaient vers cette fontaine et jetaient des aiguilles. Et si l'aiguille surnageait, ça voulait dire que la jeune fille allait se marier dans l'année. De très belles images. Alors on ne peut pas tout dire sur le Faouët parce qu'il y a encore énormément de choses à découvrir, Jean-Jacques. Oui, on aurait pu aller voir l'église de Carnascléden avec ses fresques. On aurait pu aller voir aussi l'église Saint-Nicolas. On aurait pu voir l'abbaye de Langonette. Mais malheureusement, on n'a pas le temps. Donc ce sera tout pour aujourd'hui. Une dernière chose avant de se quitter, une coutume, on ne sait plus si elle est sacrée ou si elle est profane, mais en tout cas elle est pratiquée régulièrement ici et vous pouvez vous adonner également à ce plaisir si vous passez par ces lieux magiques de Sainte-Barbe. Sonnons la cloche! Vraiment un très beau voyage, Jean-Jacques. Le Faouët, bien sûr, terre de patrimoine, mais également terre d'artistes, puisque de nombreux artistes ont élu demeure au Faouët. Oui, donc le Faouët a été un lieu de passage pour des artistes qui venaient au XIXe siècle, ou la fin du XIXe siècle, en Bretagne sur les côtes, notamment sur la côte sud. Ils allaient au Pouldu et dans la région de Pont-Aven, l'école de Pont-Aven d'ailleurs. Et ensuite, au retour, ils passaient par le Faouët, où ils séjournaient parfois plusieurs semaines. Et finalement, un beau musée aujourd'hui est installé dans l'ancien couvent des Ursulines et met en valeur ces collections laissées par des peintres qui sont venus découvrir la Bretagne centrale de la fin du XIXe siècle jusqu'aux années 1930. On ne peut pas bien sûr parler du Faouët sans évoquer son héroïne, qui un petit peu sans le soufre et qui a même laissé des traces jusqu'au pays de Rostronin, Marion du Faouët. Oui, donc un nom célèbre. Marion du Faouët, c'était une femme bandit qui attaquait les personnes les plus riches après les foires du Faouët. Il y avait 9 foires par an au Faouët. Et ensuite, elle redistribuait une partie de son butin en direction d'une partie pauvre de la population. Et ça lui a valu un sort funeste puisqu'elle a été arrêtée à l'âge de 38 ans, torturée et pendue à Quimper. Voilà, elle avait tout de l'héroïne moderne finalement, séduisante, intelligente et dynamique, si je puis dire. C'est pour ça donc qu'un certain nombre de chansons populaires, des guers, sont parvenues jusqu'à nous et racontent la tragédie de Marion du Faouët et également un film moderne qui porte le même nom, Marion du Faouët. Merci Jean-Jacques de nous avoir fait découvrir une fois de plus une très belle région, une très belle page de notre histoire de Bretagne. Je vous conseille d'aller vraiment faire un tour du côté du Faouët pour en savoir encore plus. Et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain volet d'Historiquement Vôtre. À bientôt! À bientôt!